Ok, bonjour à tous. Est-il viable de miser sur une production d'électricité à partir de 100% d'énergie renouvelable? Bienvenue sur Viking Studio, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un très gros débat à ce sujet. Bref, c'est parti. Donc, une source d'énergie renouvelable, c'est quoi? C'est une source d'énergie, on va dire, où la ressource est renouvelée. Comment dire? Où en gros, la ressource se renouvelle de manière à ce que, en fait, c'est inépuisable. Pour faire simple. Bon, bref. Mais est-ce que c'est viable de produire de l'électricité à partir de 100% d'énergie renouvelable? C'est-à-dire du solaire, de l'éolien, du géothermique, de l'hydroélectrique, de l'hydrolien, etc. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Pour ce faire, on va prendre différentes sources d'énergie, on va voir si elles sont viables. Prises séparément, et si on met tout ensemble, est-ce que c'est viable? Bon, je vous préviens tout de suite. La réponse est assez compliquée, mais dans la pratique, en fait, à l'heure actuelle, avec les technologies qu'on a actuellement, vous allez voir que c'est pas vraiment viable. À grande échelle. Bref. On va d'abord prendre toute l'énergie qui vient de l'eau. Pourquoi? Parce que on va dire que c'est le plus vaste en termes de possibilités d'exploitation. Donc pour ce, on a d'abord on va avoir l'énergie de l'eau, vraiment l'eau des cours d'eau, donc l'eau douce, hein, donc les lacs, les rivières, les fleuves, etc. Donc pour ce faire, en fait, c'est l'énergie hydroélectrique. Donc on a plusieurs types de solutions. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que le débit, en fait, ça dépend du débit d'un cours d'eau. Et le débit d'un cours d'eau, il est saisonnier. Quand je dis qu'il est saisonnier, en fait, c'est-à-dire que un cours d'eau a qu'on appelle un régime, alors je sais plus, c'est hydrologique, si je dis pas de bêtises. Donc ce régime, il est soit pluvial, nival ou pluvio-nival. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un régime pluvial, c'est-à-dire que mon cours d'eau est alimenté par la pluie. Autrement dit, c'est les saisons où il y a le plus de pluie, où j'aurai le plus de débit, où donc je vais produire le plus. Typiquement, c'est des cours d'eau qui, en été, produisent assez peu. Parce qu'en été, il pleut moins, en règle générale. En règle générale, c'est-à-dire qu'on va produire, par exemple, à l'automne, on va vraiment avoir du débit pour pouvoir produire. Ensuite, dans le régime nival. Donc, le régime nival, c'est majoritairement les cours d'eau en montagne. Parce qu'en fait, c'est les cours d'eau qui sont alimentés par la fonte des neiges. Donc, en gros, c'est des cours d'eau qui, en hiver, on va avoir un débit qui va être pourri. Enfin, quand je dis pourri, ça veut dire que le débit est faible. Hein. Et donc, en fait, ce débit, donc, il est assez faible. Et par contre, plus la température se réchauffe dans l'année, donc typiquement printemps-été, plus je vais avoir de débit. Après, le problème, c'est qu'une fois que toute la neige a fondu, j'ai plus rien. Enfin, c'est vraiment vulgarisé, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de débit. Mais c'est compliqué à expliquer. Donc, ensuite, on peut avoir un mix de ces deux régimes avec un régime pluvio-nival. Mais dans tous les cas, le régime de mon cours d'eau ne sera pas stable dans l'année. Ce qui veut dire que je vais avoir une certaine intermittence de la ressource. Typiquement, par exemple, tous les barrages de montagne produisent vraiment beaucoup printemps-été. En hiver, le problème c'est que ça ne se remplit pas trop. Donc ça c'est pour l'hydroélectrique. Et après vous allez me dire, oui mais si on met des centrales hydroélectriques sur tous les cours d'eau de France, partout, on va produire énormément. Oui, alors déjà il faut savoir que on a déjà énormément de centrales hydroélectriques. Hein, parce qu'on n'a pas juste les grands barrages, hein, il y a plein de petites centrales. Alors, typiquement une turbine qu'on place à un endroit le long du cours d'eau. Et en fait, le truc avec toutes ces petites centrales, c'est que aussi on arrive à un point où les cours d'eau, en fait, on s'est rendu compte que les centrales hydroélectriques, quelle que soit leur taille, en fait, la plupart du temps, elles altèrent la circulation des poissons et elles vont aussi en fait altérer le débit du cours d'eau. Par altérer, je ne veux pas forcément dire de manière négative, je veux dire ça modifie. Hein, par altérer, j'entends modifier.
Mais le problème, c'est que, en règle générale, hein, c'est pas forcément très positif. Et les grands barrages, on inonde des vallées. Sur la faune et la flore, c'est pas ouf comme impact. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un point où en fait, les cours d'eau où on n'a pas de centrale, ou les parties de cours d'eau où on n'a pas de centrale, en fait, la plupart, en fait, ils sont classés en sites sur lesquels on ne peut pas construire de nouvelles centrales, de chutes d'eau, etc. Parce que, en fait, justement, il y a une raison à cela, c'est que on veut limiter l'impact sur l'environnement. Donc, en fait, d'un point de vue environnemental, l'hydroélectrique, passé un certain point, n'est plus viable. Et niveau production continue, donc garantir en continu de l'électricité, s'il n'y a plus d'eau, ou sur les périodes où le débit est moindre, c'est moins viable. Parce qu'on ne produira pas forcément suffisamment d'eau. Après, avec l'eau, on a une autre source d'énergie, ça va être la mer. Pour ça, on a deux choses, l'hydrolien et le marémoteur. On va commencer par le marémoteur. En France, on a une centrale marémotrice, la Rance. De base, il y avait un projet d'une centrale qui devait faire la baie du Mont-Saint-Michel. Je vous expliquerai après pourquoi le projet a été avorté. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Donc déjà, le truc, c'est que le marémoteur, c'est périodique. C'est-à-dire qu'on a une intermittence, mais une intermittence qui est périodique. Typiquement, la mer monte pendant 6 heures, descend pendant 6 heures. Sauf qu'en fait, le débit n'est pas continu. Donc forcément, la production va varier avec le cycle des marées. Mais ça, on peut le prédire. On peut même prédire le coefficient des marées, donc la force qu'on va avoir, entre guillemets, avec la montée ou la descente des eaux. Mais maintenant, en fait, on va avoir 2-3 petits soucis. Donc, en fait, ça a un impact catastrophique sur l'environnement. Par exemple, pour la Rance, la centrale marémotrice, selon EDF, a causé, déjà le problème c'est que ça bouche la baie, donc forcément, en fait, ça modifie les courants dans la baie, parce que en fait, on ne fait passer l'eau que par là où on veut, donc forcément, ça va modifier les déplacements de sédiments, donc ça peut causer un ensablement de la baie, ce qui est génial, parce que... Enfin, génial. Génial dans un sens ironique, hein. Parce qu'en fait, on perd en productivité. Et la baie est sans sable, on a moins d'eau. Et ensuite, autre problème. En fait, on s'est rendu compte que ça causait une baisse du niveau de la baie. Enfin, pas vraiment une baisse des variations de niveau de la baie, pardon. Ce qui a un impact sur le débit de la Rance, sur l'écosystème, etc. Ce qui fait que c'est catastrophique. Ça cause un ensablement, des modifications des flux, des modifications du courant, donc un impact sur l'écosystème. Bref, le marémoteur à grande échelle, c'est une fausse bonne idée. Et c'est clairement pas bon. Puis après, on a l'hydrolien. Problème de l'hydrolien. Vous voyez quand on a voulu construire les phares en Bretagne, vous voyez la galère que ça a été. Problème de l'hydrolien, vous devez avoir un fort courant, sauf que vous devez avoir un fond qui est pas trop loin pour que vous puissiez poser votre hydrolienne et vous devez pouvoir passer vos câbles électriques. Ça coûte une fortune. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et à l'heure actuelle, en fait, c'est pas viable d'un point de vue économique. Et puis, problème, qui dit fort courant, dit qu'il va falloir rimer les choses pour pas que la mer les bouge. Parce que la puissance de l'eau, c'est catastrophique en termes de dégâts. Si tu veux bloquer de la flotte, va falloir y aller. Et puis surtout, l'hydrolien, on peut pas en mettre partout. Parce qu'il ne faut pas gêner, parce qu'en fait, il faut pouvoir y accéder. Mais en soi, on a une production qui va être à peu près continue. Mais également, le problème de la mise en place du truc est très compliqué, parce qu'aussi, quand tu vas mettre des objets sur le fond de la mer, tu déranges l'écosystème. Donc en termes de viabilité, en fait, on est sur un truc qui pourrait être viable, mais quand on aura bien développé la technologie d'ici longtemps. Après, on va avoir, je pense que vous connaissez cette technologie,
enfin ce type d'énergie, pardon, l'éolien. Bah l'éolien, le gros problème de l'éolien, c'est qu'il vous faut suffisamment de vent, mais pas trop. C'est-à-dire qu'une éolienne, s'il n'y a pas assez de vent, elle ne fonctionne pas. S'il y a trop de vent, elle ne fonctionne pas. Vous voyez venir le problème? On a une intermittence dans les deux sens. Contrairement à l'hydroélectrique, où bah, si vous avez pas assez d'eau, ça ne fonctionne pas, mais si vous avez trop d'eau, bah, au pire, vous mettez une retenue d'eau pour contrôler le débit. Bah, là, vous ne pouvez pas mettre de retenue d'air. Du coup, vous avez un truc en fait qui fonctionne pas bien. Enfin, qui fonctionne pas bien du point de vue que ben, le problème, c'est que dès que vous allez avoir des vents trop forts, vos éoliennes ne fonctionneront pas. Puis bon, faut la place. Ça prend une place monstre, hein, parce qu'une éolienne, bah, vu que vous pouvez produire que quand il n'y a pas trop de vent, forcément vos éoliennes vont tourner à une vitesse qui est assez limitée, sachant que en fait, la vitesse est limitée par la vitesse de rotation des moteurs, par exemple, puisqu'il faut une certaine fréquence pour le réseau. Ça complexifie un peu les choses. Donc bref, en fait, l'éolien, bah, vous retrouvez quand même un très gros souci d'intermittence. Parce que typiquement, imaginons que je veux installer des éoliennes en Bretagne. Il y a beaucoup de vent là-bas. Ben justement. Alors il y a beaucoup d'éoliennes en Bretagne, hein, mais le truc c'est que, par exemple, le long des côtes, lorsqu'il y a des tempêtes, ben, les éoliennes ne peuvent pas fonctionner parce que justement, en fait, il y a trop de vent. Ce qui est un problème. Après, vous allez avoir le solaire. Alors, le solaire, en fait, déjà, comment vous dire que le rendement des panneaux solaires est merdique. Mais quand je dis merdique, c'est plus nul que vous n'avez pas. C'est bien simple, si vous avez 10 à 15% de rendement, vous êtes chanceux. En fait, le truc avec le solaire, déjà, c'est que 50% du temps, ça marche pas, parce qu'il fait nuit. Grosso modo, hein, si tu veux, sors ton TP de physique en commentaire sur la durée jour-nuit sur Terre, mais bon, on va dire grosso modo, il fait nuit la moitié du temps. C'est pour simplifier. Donc déjà, à 50% du temps, il fait nuit. Et le problème aussi, c'est qu'en fait, selon la saison, l'ensoleillement, il n'est pas le même. Et selon les régions, l'ensoleillement, il n'est pas le même. Donc forcément, vous allez avoir un problème, c'est que vous avez une très grosse intermittence. Et le problème aussi, c'est que plus il fait sombre, plus on a besoin d'éclairage. On a besoin d'y voir. Sauf que plus il fait sombre, moins vous produisez. Donc maintenant, imaginez une nuit sans vent, dans le creux des marais, et à une période où les cours d'eau ou les cours d'eau pas trop loin qui permettent de produire ont un débit qui est pourri. Vous le voyez le bordel? Hein, parce que dans certaines saisons, à 21h, il fait nuit. Hein. Même avant, à partir de 19h, il va faire nuit. Imaginez, à 19h, il fait nuit, vous avez besoin de lumière, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Comment vous dire que le réseau électrique, s'il ne se casse pas la gueule, vous avez de la chance. Après, le solaire aussi, il y a un autre problème. C'est extrêmement polluant à fabriquer un panneau photovoltaïque. Et ça coûte une putain de blinde. Donc c'est pas rentable, ça pollue. Et en plus vous avez une production qui est pas ouf. Hein, parce que le rendement, 10 à 15% de rendement, voire 20%. Et encore là on commence à arriver sur du matos en labo. Bah vous produisez pas grand chose. Imaginons que vous ayez 1000 watts par mètre carré d'éclairement. Ça veut dire que vous avez une puissance de production d'une centaine de watts. Qui est de. Allez, on va être gentil, 150 watts. Et ça, c'est quand l'ensoleillement est bon. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, une ampoule LED, c'est 3 Wh. Enfin, c'est une puissance de 3 watts. Donc, donc par exemple, voilà votre panneau solaire de 150 watts.
pendant 1 heure, il va libérer 150 Wh. Sachant qu'une lampe LED, bon, 150 Wh par mètre carré, donc on va prendre 1 mètre carré de panneau solaire. Excusez-moi, la vidéo n'est pas scriptée. Alors, j'ai 1 mètre carré de panneau solaire. Donc je produis 150 Wh. On va dire qu'une LED consomme une puissance de 3 watts. Allez, on va dire... Donc vraiment, 3 watts, hein, c'est pas une puissance énorme. Donc, si je prends 150 Wh pendant 1 heure, c'est-à-dire qu'il me faut 3 Wh par LED. 150 divisé par 3, ça me fait... Putain, pas x 3, divisé par 3. Je sais compter, mais je vais être sûr du résultat. 50 lampes. C'est-à-dire qu'il vous faut 1 mètre carré de panneau solaire pour pouvoir allumer 50 lampes. Et encore, c'est pas des lampes très puissantes à 3 watts. Vous imaginez la quantité de panneaux solaires qu'il vous faut. Et encore, là, il fait grand jour. Hein. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on a la géothermie qui produit en continu. Problème de la géothermie, il vous faut un point chaud. Pour résumer, un point chaud, c'est une zone où il y a de l'activité volcanique. Parce qu'en fait, en dehors des points chauds, il faut creuser très profond. Vous le voyez, le bordel, si on veut mettre des centrales géothermiques en France. Le problème, c'est qu'en France, en France métropolitaine, la géothermie, on ne va pas trop la développer. Quand vous regardez les pays qui sont champions de la géothermie, vraiment le gros champion de la géothermie, c'est l'Islande. Pourquoi? Parce que l'Islande est située à un endroit où tu as 2 plaques tectoniques qui se rencontrent et tu as une activité volcanique qui est monstrueuse. C'est-à-dire qu'ils ont le combo point chaud, grosse activité tectonique. Et là, oui, on pourrait avoir du 100% renouvelable. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas valable à grande échelle, le 100% renouvelable. Parce que, en fait, il vous faut soit une très forte activité géothermique qui va vous permettre de récupérer de l'énergie, soit un pays où vous avez un ensoleillement d'enculé, du vent ni trop peu ni trop, une bonne disponibilité en eau, et des côtes avec la possibilité de mettre de l'hydrolien sur les courants ou des petites centrales marémotrices qui n'auront un impact environnemental que très faible. Ça va être difficile à mettre en œuvre. Alors après, vous allez me dire aussi qu'il existe des grosses centrales solaires thermiques. Oui, dans les déserts. En France, on n'a pas la place. Parce qu'il faut des dizaines et des dizaines de miroirs qui envoient de l'énergie vers un élément caloporteur, qui renvoie de la lumière vers un élément caloporteur, pardon, qui va chauffer avec cette lumière, l'énergie du soleil en fait. Hein. Et avec ça, vous allez produire de l'énergie. Mais le problème, c'est que soit vous avez de toutes petites unités de production, ou alors vous avez votre chauffe-eau solaire, qui là est franchement une solution qui peut être pas mal, même si niveau rentabilité apparemment c'est pas le mieux. Soit vous avez vraiment beaucoup d'espace. Et le problème c'est que ce beaucoup d'espace on ne l'a pas. Et le truc, voilà, ça c'est que en fait à l'heure actuelle, 100% d'énergie renouvelable, ça va être difficile. Du moins pour nous en France. Parce que vous prenez les Islandais, effectivement, eux ils peuvent. Ils peuvent même avoir un complément. Alors du solaire chez eux ça serait débile puisque la moitié de l'année il fait nuit. Donc bonjour les coûts d'entretien des centrales en hiver. Et puis surtout avec la météo qu'ils ont. Je vous rappelle que la météo en Islande c'est souvent couvert. Hein. Donc, par contre un peu d'éolien oui, ça se tient. Et voilà, eux ils peuvent. Par contre vous allez en France, la géothermie on ne peut pas en mettre. L'hydroélectrique, on est peut-être à 95% de ce qu'on peut exploiter qui est exploité. Enfin 95% de ce qui est exploitable, on exploite, pardon. Le solaire, on aura beau le développer, ça va rester très intermittent. L'éolien, on a déjà développé énormément. Et en fait, vous arrivez sur marémoteur, on a essayé, on a vu que ça avait un impact catastrophique. En fait, vous arrivez sur un truc qui est pas bon.
c'est là qu'est tout le problème. Comment est-ce qu'on fait pour produire de l'électricité de manière viable et durable? Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le 100% d'énergie renouvelable c'est faisable, regardez, on a du soleil, on a du vent, machin. Ben, en fait, dans un monde parfait, ça serait faisable. Dans un monde parfait du point de vue le modèle idéal où on a toujours un bon ensoleillement, un vent dans les bonnes fenêtres, etc. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que en fait, vous avez un énorme risque de vous retrouver d'un coup avec votre production qui chute en dessous de votre consommation, et ça va être la merde. Et pour le stockage, le problème, c'est que les batteries, pour l'instant, on ne pourra jamais mettre suffisamment de stockage d'électricité pour un pays. C'est pas faisable. Donc non, ce n'est pas viable de miser sur du 100% énergie renouvelable. Ou alors si ça l'est, c'est que vous êtes dans un endroit qui est idéal. Sauf qu'un endroit idéal qui répond à des conditions de laboratoire, ça n'existe pas. Sauf pour les endroits où vous avez beaucoup de géothermie, mais c'est différent, parce que la géothermie est une énergie qui est très peu disponible. Géographiquement parlant, parce que quand vous en avez énormément d'énergie. Voilà. Je suis désolé, la vidéo, ça touche à sa fin. Bon, alors, c'était pas scripté, c'est un peu de l'impro, tout ça, donc je ferai peut-être une série de vidéos plus détaillées à ce sujet, où on essaiera vraiment de décortiquer un peu plus les choses. Voilà, je vous invite chaudement, en fait, si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, à vraiment aller voir ce qui se fait en labo, à vraiment aller voir des centrales électriques, voir comment les gens travaillent là-dessus. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la montrer à des gens qui vous disent justement que le 100% renouvelable est une bonne chose. À vous abonner pour les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!